Bon, je viens d'acheter mon petit muguet. C'est une de mes fleurs préférées. C'est tout mignon, ça sent tellement bon. C'est printanier, délicat. D'ailleurs, c'est une odeur insaisissable. Je ne sais pas si vous le savez. Les parfumeurs n'arrivent pas à la capturer dans des extraits. Ils sont obligés de la recomposer avec d'autres ingrédients. Ça a son petit potentiel poétique sur l'authenticité éphémère. Juste après moi, chez le fleuriste, il y avait un policier. Lui, il a acheté un cactus. Bon, c'est pas la même sensibilité, quoi. Ah bon, ça va, je blague. Et puis, je suis sûr que les cactus aussi ont des choses à m'apprendre. Alors donc, le 1er mai, la fête du travail. On aime tellement le travail qu'on a créé un jour férié pour faire la fête spécialement pour ça, célébrer le travail, ou alors même carrément en ces périodes de chômage, de structurel de masse, on est tellement content d'avoir un travail que bah voilà, on le fête quoi, on dit merci Macron. Euh, ou voilà, du coup moi je propose aussi qu'on invente la fête du chômage tant qu'à faire, histoire que tout le monde puisse être content. Bon allez, plus sérieusement, la fête des travailleurs, c'est un jour de réflexion sur nos conditions de travail et de revendication. Et je trouve particulièrement pertinent de mettre ça en lien avec la question du confinement et du déconfinement plus ou moins progressif et des perspectives pour l'après. Macron nous a fait un gentil petit message vidéo tôt le matin pour déplorer le fait qu'on n'ait pas pu lui offrir le spectacle de nos joyeuses manifestations. Eh bien, préparons-nous à lui envoyer du lourd spectacle. Avant toute chose, je trouve indispensable en cette période de crise sanitaire de dire que nous devrions tous revendiquer plus de moyens pour les hôpitaux et les EHPAD, dans lesquels les conditions de travail et d'admission sont scandaleuses, et cela depuis bien avant le Covid-19. La santé est un bien commun, c'est à nous tous d'agir pour la préserver et l'améliorer. Ensuite, je voudrais rapidement mentionner certaines mesures exceptionnelles du déconfinement partiel qui serait peut-être bon de chercher à conserver de manière permanente. Euh, alors, l'histoire des pas plus de 15 élèves par classe dans les écoles, pour une éducation de qualité, apportant une attention soignée aux différents élèves. Mais bon, ça veut dire, en vrai, embaucher des profs. Déjà, je sais pas comment ils vont faire là, ça a l'air d'être un peu une galère comme plan. Et puis, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être le projet du gouvernement actuel qui a plutôt tendance à faire sa pédagogie en virant des profs et en embauchant des flics. Bon. 2. Une faible densité dans les transports. L'idée du un siège occupé sur 2. Ou plutôt de faire des sièges 50% plus larges à peu près, genre pour avoir un espace personnel correct, quoi. Qu'on ne soit pas juste entassés les uns à côté des autres comme dans des cases. Enfin, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ou carrément des bancs en fait, genre pour gérer la distance, enfin que chacun puisse gérer la distance avec les autres sans qu'on soit cloisonné, genre obligé à une certaine distance. Bon, je vais, voilà, c'est pas indispensable, mais c'est juste une réflexion à avoir sur la densité dans les transports. Ça veut dire du coup investir dans les transports publics, ce qui au passage hein, est pas mal pour l'écologie. Et, euh, et voilà, ça veut aussi dire réfléchir à la désurbanisation. Euh, et 3, les horaires de travail décalés, ce qui facilite le point précédent en fait. Et au passage aussi, c'est plus facile d'avoir des horaires décalés quand on travaille moins. Bon. Donc, à propos de travailler moins, j'en viens à mon sujet principal d'aujourd'hui, la décroissance. Pourquoi la décroissance euh, Déjà, bon, en lien avec une question de densité de population, de territoire, moi, enfin pendant le confinement, voilà, j'habite Paris et
j'avoue que c'est un peu agréable de voir les rues moins pleines. Genre, on est tellement les uns sur les autres, un bruit incroyable, on est entassés, genre, dans les immeubles, dans des cases, pareil, dans les rues, dans le métro, enfin, genre, c'est aussi une question de répartition de la population, pas juste de quantité de population, voilà, ça touche à l'urbanisme, la désurbanisation, comme je l'ai dit. Euh, je sais à l'inverse qu'il y a des territoires quasi désertiques en France, mais bon, ça fait réfléchir, quoi. Et voilà, entre le désert et la cohue, je pense que un entre-deux serait sûrement plus souhaitable. Mais l'argument principal pour la décroissance, c'est l'écologie. Euh, un respect de l'environnement climatique, végétal, animal et humain. Quitte à parler de santé, je veux dire, la pollution en France est responsable de 48 000 morts par an. C'est 9% de la mortalité. Donc voilà, quitte à citer un nombre de morts avec le Covid-19, on peut parler de ça aussi, quoi. Et ensuite, il y a la question de la consommation des ressources naturelles, déforestation, ressources minières, énergie fossile. Il n'y a pas d'énergie 100% verte, même s'il y a des énergies renouvelables, il n'y a pas d'énergie 100% verte euh, en termes de pollution. Et toute production industrielle requiert de l'énergie, même le recyclage. Mais donc, alors, pourquoi est-ce que la décroissance serait la solution à ces problèmes plutôt que la croissance verte? Il y a 3 jours, face au Premier ministre annonçant son plan de déconfinement à l'Assemblée nationale, le député MoDem Patrick Mignola disait ceci. En matière écologique, je crois que ça nous permettra aussi de trancher ce très vieux débat sur la croissance ou la décroissance, puisque nous sommes en période de décroissance et on voit bien que ceux qui en souffrent le plus sont les Français les plus fragiles. Il nous faudra donc une croissance verte plutôt qu'une décroissance sombre. Cet appel à l'humilité doit nous conduire à réussir le déconfinement pour construire probablement un monde meilleur après et pour que nous puissions continuer de changer un peu la vie. Merci, Monsieur le Président. Or, voici en quoi il se trompe. 1. La croissance verte n'existe pas. 2. La décroissance est nécessaire. Et 3. La décroissance n'est pas fondamentalement l'ennemi des précaires. Elle ne l'est que dans un modèle économique où la croissance elle-même est un faux ami des précaires. J'explique. La croissance verte n'existe pas. Comme dit précédemment, toute croissance consomme de l'énergie, aucune énergie n'est 100% verte, et nous vivons sur une planète qui ne peut pas croître avec nos besoins et nos déchets. Donc on ne peut pas croître indéfiniment. Et nos prouesses technologiques de rentabilisation ont tous une limite, présente ou future. De plus, notre modèle de croissance est exponentiel. Parce qu'on cherche à maintenir un pourcentage d'augmentation chaque année par rapport à la précédente. Ce qui est la dernière des absurdités, parce qu'une fois qu'on voit qu'il y a un problème de limite, c'est la manière la plus rapide d'aller vers ces limites et de les dépasser. Mais alors, pourquoi faire de la décroissance et pas se contenter de stagnation? Ben en fait, j'ai dit que la croissance exponentielle, c'est la manière la plus rapide de foncer dans le mur. Ben en réalité, le mur, il est déjà derrière nous. Là, actuellement, on est en train de s'enfoncer dedans. Vous n'êtes pas sans savoir, et si vous l'ignoriez encore l'année dernière, cette chère Greta Thunberg n'a pas manqué de vous le rappeler, c'est la merde. L'être humain est la cause de la 6e extinction de masse, crise de biodiversité, crise climatique, en gros la crise écologique a déjà commencé depuis plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, il faut plus que freiner maintenant, il faut revenir en arrière. Et il y a déjà des dégâts irréversibles et il y en aura encore. Il s'agit de les limiter autant que possible.
Je vous laisse vous renseigner de votre côté plus en détail sur les questions de l'écologie et de l'effondrement. Et donc, une fois qu'on a dit que la décroissance était nécessaire, on peut se demander quels vont être ses effets et craindre ses effets sur l'économie. Donc mon troisième point, c'est que la décroissance n'est pas réellement l'ennemi des précaires. Ça dépend juste du modèle économique qu'on a. Actuellement, je dis que la croissance est un faux ami des précaires. Là, on est dans une période où on a de la croissance et on a du chômage, même massif. Et, enfin, je sais pas comment dire, ceux qui disent qu'on va résoudre genre 8% de chômeurs avec de la croissance, mais c'est pas avec 2% de croissance qu'on va le faire. Enfin, c'est quoi? Il vous faut 8% de croissance? C'est complètement dingue. Enfin, non, elle n'est pas là la solution. En plus, les actionnaires ont multiplié leurs revenus ces dernières années pendant la soi-disant crise, d'accord? Donc c'est pas la crise pour tout le monde. Et il y a des bénéfices qui se font sur les licenciements massifs. On licencie pour augmenter les bénéfices. Et les bénéfices de l'économie ne vont pas dans les poches des travailleurs, mais des actionnaires. Donc la théorie du ruissellement est un mensonge, une escroquerie. Ce qui ruisselle, c'est au plus des miettes, mais la croissance capitaliste se base sur les inégalités et augmente les inégalités. Et le vrai moteur de leur diminution, de ces inégalités, c'est la lutte sociale. Et la lutte sociale permet d'obtenir des dispositifs de sécurité sociale. Si elle permet d'obtenir des dispositifs de sécurité sociale et une réorganisation du travail qui protège les précaires, eh bien, alors la décroissance peut bien se passer. Et donc, il est même possible que les précaires d'aujourd'hui voient leur niveau de vie augmenter pendant une décroissance qui serait contrôlée et sociale. Produire moins pour répartir mieux. Il faut ouvrir les yeux, quoi. Enfin, la croissance positive pendant des décennies, ça veut dire que notre pays n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. Donc, s'il y a des pauvres, c'est pas un problème de production. De nos jours, on fait même des crises de surproduction. Vous voyez l'absurdité? Non, c'est pas un problème de production, on ne peut pas produire plus, c'est un problème de répartition. Et donc, les mesures sociales à revendiquer en parallèle de la décroissance, en voici quelques-unes que je propose. La semaine de 32 heures. 32 heures maximum hebdomadaire. C'est quelque chose qui permettra de massivement réduire le chômage. Parce qu'en fait, juste, on a des gens qui sont qualifiés en France. On a même une surqualification selon les domaines. Si vous prenez l'ensemble des travailleurs qui ne sont pas au chômage, des actifs qui ne sont pas au chômage, et vous multipliez par le nombre d'heures moyennes qui travaillent, ce qui est plutôt 39 heures, vous obtenez une masse de travail à faire en France. Si vous divisez ça par l'ensemble des actifs qui pourraient travailler, donc en ajoutant les chômeurs à ceux qui sont actuellement employés, vous arrivez sur 32 heures. Donc c'est une question de répartition, là aussi, de la masse de travail qui est à faire. Alors, ça ne veut pas dire que magiquement tous les trous vont se combler, mais il me semble que c'est le problème majeur, la source du problème et la manière de plus massivement, de mieux répondre à la question du chômage et la question des emplois non pourvus actuellement dans une période de chômage massif, avec cette question de fluidification du marché du travail, c'est très secondaire parce que ça représente que 10% en gros des emplois qu'il faudrait. Voilà. Donc pour arriver à ces 32 heures, alors il faut viser 32 heures évidemment avec conservation du salaire, ça c'est une lutte sociale supplémentaire. Mais déjà si on... Enfin, oui.